Merci à vous d'être là. Si. Bienvenue. Si, je crois qu'on perd la moitié de la salle. C'est dommage parce que j'allais faire un petit quiz. Donc je suis Charlène Descolons, je suis effectivement hydrologue indépendante. J'ai eu le plaisir de travailler pour Bruno Forel pendant quelques années au SM3A. Aujourd'hui, donc, je m'attelle à l'écriture d'un ouvrage qui s'appellera Eau douce et qui va paraître en mai cette année aux éditions Tana pour explorer de tous les enjeux sur l'eau à l'échelle planétaire et nationale. À côté de ça, je travaille pour une association qui s'appelle la Water Family, qui est une association reconnue par le ministère de l'Éducation nationale. On intervient dans les écoles et aussi en entreprise pour former sur les enjeux de l'eau. Il y a un grand besoin d'informer, de former les citoyens, ça vous n'êtes pas sans le savoir. Et je suis d'ailleurs assez peinée de voir la salle qui est quasi vide pour parler de cet enjeu qui est crucial. Voilà, que dire de plus? Effectivement, je reviendrai sur l'hydrologie régénérative. Et avant tout ça, faire ce petit quiz. Donc déjà, juste comme ça, vous pouvez prendre la parole assez librement. À votre avis, quelle est la consommation moyenne annuelle d'un Français d'eau? D'eau visible. Par jour? J'ai entendu 4800. 800 litres? 4800 litres? Alors ça, c'était ma question d'après. C'est l'empreinte eau. Bien joué. Mais l'empreinte... Ouais, très bien. L'eau visible, c'est ce qu'on consomme à la maison, hein, c'est 146 litres d'eau par jour, la moyenne française. Et effectivement, 4900 litres d'eau invisible, essentiellement de l'eau verte. L'eau verte, vous savez, c'est l'eau qui est stockée dans les sols, qui est évaporée par les plantes. Une limite planétaire qui a été franchie depuis on ne sait combien de temps, mais en tout cas, c'est une récente étude qui l'a montré. Donc moi, j'agis sur cette limite planétaire-là avec l'hydrologie régénérative. On va le voir tout à l'heure. Et cette question d'empreinte eau est vraiment cruciale et complètement absente des débats publics. Donc, je reviendrai là-dessus. Petite question là comme ça, qui sait ce que sont ces parlements de l'eau? On l'a évoqué tout à l'heure, la commission locale de l'eau. Est-ce que vous savez s'il y en a une qui existe près de chez vous? Vous la connaissez pas? Là, je vous pose une colle, hein. Commission locale de l'eau, c'est un parlement de l'eau mixte entre élus. Il y a beaucoup d'élus qui sont représentés, des représentants d'usagers, donc la FNE en fait partie, Aster en fait partie, et puis les pêcheurs, EDF, etc. Donc ça, c'est les usagers. Et puis vous avez l'État aussi qui est représenté. Donc voilà. Il y en a un ici qui existe, c'est la clé du sage de l'eau, du sage de l'Arve, pardon. Et Bruno Forel en a parlé tout à l'heure. Elle a été remaniée depuis les élections. Et petit sondage là comme ça, les arrêtés sécheresse, ça je pense que vous en avez tous un peu entendu parler. À votre avis, est-ce qu'ils sont justes? Là comme ça, plutôt oui, plutôt neutre, ou juste injuste? Et je sais pas comment faire pour changer la donne, quoi. Là comme ça, vous vous situez où à peu près? Ouais, l'histoire de Goff, compagnie, potager, tout ça, ouais. Ok, ouais, plutôt haut. Ok, merci. Et ben c'est parti. Donc je vais revenir rapidement, mais vraiment très rapidement sur 2022, qui était une année assez particulière, qui était aussi un avant-goût, et moi je l'appelle l'apéro au menu des emmerdes du changement climatique. Mais ce qu'on doit surtout aller, c'est vers des solutions et une nécessaire adaptation justement à tous les niveaux, qu'elles soient stratégique et opérationnelle. Donc là, je vais orienter mon discours sur la gouvernance partagée, nécessaire refonte de notre système démocratique français sur la participation de l'eau. Et l'air, les ambassadeurs de l'air à Saint-Julien en sont vraiment une illustration parfaite. Et puis, moi, je tends à aller vers l'hydrologie régénérative. Donc, je tenterai une petite définition tout à l'heure. Donc 2022, l'année de tous les records, une année la plus chaude enregistrée en France depuis le début du XXe siècle, et malheureusement, ça n'ira pas en s'arrangeant. Météo France qui le dit. Donc un déficit pluviométrique de 10 à 40%, on est en moyenne à moins 25% à l'échelle de l'année, qui est en raison forcément d'un hiver doux et sec qui a donné donc un déficit d'enneigement en 2022. Donc on commence déjà avec moins de stock de neige, donc c'est notre épargne ici, hein. Dès qu'on a moins de neige, on aura forcément moins d'eau dans les rivières, moins d'eau dans les nappes. Et donc une plus forte vulnérabilité aux sécheresses. Ça n'a pas manqué. 2022, on était
vraiment avec 3 vagues de chaleur et un mois de juillet le plus déficitaire jamais enregistré par Météo France. On a été dans un scénario du pire, à tel point qu'on a du coup franchi une limite assez rare qui est la crise sécheresse, le niveau le plus haut de gestion des sécheresses en Haute-Savoie, aussi généralement en France. Et donc, là, on retrace rapidement, on voit très bien les pics de chaleur, les 3 vagues qui étaient là dès le mois de juin, qui sont installées dès le mois de juin et qui ont perduré tout l'été, même jusqu'à l'automne. Et effectivement, on était dans le rouge quasi tout le temps en 2022 pour les pluies. Donc ça, je dis, c'est l'apéro menu des Inmerts, parce que quand on regarde les prévisions du GIEC, des experts, effectivement, donc tant au niveau de la pluie, donc la courbe de droite, les précipitations, le rapport à la référence, c'est une moyenne française, donc à décliner localement, mais globalement, on est un peu là-dessus aussi. L'évolution des précipitations moyennes ne va pas vraiment évoluer à l'échelle de l'année, c'est-à-dire qu'on aura toujours la même quantité d'eau de pluie qui va nous tomber sur la tête, mais elle va se répartir de manière très différente dans l'année. Donc on aura des saisons plus humides et des saisons plus sèches. En plus de ça, rajouter la croissance de la température moyenne avec des extrêmes. Et donc ça veut dire qu'on aura des étés plus chauds et plus secs, moyenne de plus 2 à plus 4 degrés et des déficits moyens de 50%. Donc l'été 2022 sera devenu la norme finalement en 2050 si on continue cette trajectoire climatique. Rapidement, mais là, je peux vous renvoyer à DRIA, c'est le portail des futurs du climat qui donne des petites cartes et c'est assez interactif, c'est assez pratique. Et donc là, j'ai demandé au logiciel de simuler les sécheresses, l'humidité des sols, parce qu'on est vraiment là-dessus. L'humidité des sols, c'est vraiment la métrique utilisée pour mesurer l'eau verte. Donc c'est vraiment quelque chose de crucial, et en hydrologie, on parle de la zone critique, vraiment le sol, le sous-sol. C'est ce qui va devenir critique dans les années à venir. Et déjà en Haute-Savoie, on s'intéresse à l'évolution de cette métrique-là qui est très souvent dans le rouge. Donc là, on le voit déjà dès le printemps, dès 2035, on sera dans le rouge, on sera extrêmement sec. Et en été aussi. J'ai pas mis l'automne, mais ce sera la même chose. Conséquence, c'est pas très réjouissant. On le voit déjà sur les rivières chez nous. On a des étiages, donc c'est les périodes de base eau qui sont beaucoup plus sévères, beaucoup plus nombreux, beaucoup plus longs. C'est-à-dire qu'ils commencent plus tôt et ils se terminent plus tard. Et une baisse drastique du niveau des lacs et des réservoirs, et donc une recharge hydrologique des nappes qui peine à se faire, bien qu'on puisse la recharger artificiellement. Vous l'avez vu tout à l'heure avec la nappe du Genevois. La question, c'est jusqu'à quand ? On a aussi une problématique de température des rivières avec forcément une mortalité piscicole plus importante et des nombreux. Donc moi j'aime bien montrer cette photo parce que eux c'est vraiment les premières victimes des sécheresses et donc du changement climatique. C'est souvent celles qu'on n'entend pas d'ailleurs, les écosystèmes qui sont plutôt muets mais qui subissent de plein fouet tous ces changements à l'échelle globale et locale. Et donc, à notre échelle, au niveau de la société humaine, les deuxièmes victimes, je dirais, ce sont les agriculteurs, parce que voilà, dès qu'il y a un manque d'eau, je vais refaire la chronologie, mais manque d'eau pluviométrique dit manque d'eau dans les sols, sécheresse édaphique et sécheresse hydrologique. Et les agriculteurs en sont les premiers témoins. Donc très vite, ils arrivent à anticiper, on va dire malheureusement, mais des pertes agricoles avec chez nous au niveau des alpages, une crise de fourrage, une descente des alpages plus précoce, un abattage du bétail aussi. En 2018, on avait une forte recrudescence de l'abattage du bétail parce qu'on ne pouvait pas les nourrir avec le foin en moins de l'hiver. Maraîchage, arboriculture, on le sait. Et un point qui est hyper important et qu'on a encore du mal à imaginer, là, dans toutes les discussions qu'il y a eu cet après-midi, on n'arrive pas encore à faire le lien entre l'énergie et l'eau, puisqu'on a besoin de plus d'énergie pour faire remonter l'eau dans les tuyaux. Ça veut dire qu'il va falloir faire plus d'eau, et chez nous, c'est l'hydroélectricité. On aura aussi besoin de plus d'eau pour refroidir nos centrales hydroélectriques. Quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, c'est que le Rhône s'est déjà réchauffé de
plus 2 degrés depuis 40 ans. Donc on va avoir plus de degrés dans 30-40 ans et la seule marge de sécurité réside sur les affluents alpins qui sont avec l'eau de fonte des glaciers plus froids et donc qui vont refroidir le Rhône. Donc nous, ici, chez nous, on a une certaine responsabilité aussi à garder de l'eau froide parce que si on n'a pas d'eau froide pour refroidir le Rhône, ça va être compliqué pour notre souveraineté énergétique. L'assainissement, on en a parlé un peu. Avec des étiages plus forts, les cours d'eau ont du mal à épurer l'eau naturellement. Donc, est-ce qu'on va pouvoir continuer à avoir des rejets conformes, notamment en été, dans nos cours d'eau? Donc, on l'a entendu pour l'Arve et le Rhône, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est sur des petits cours d'eau, ça va être plus problématique. Et donc, des enjeux sanitaires pour les eaux de baignade. Mais là, je passe tous les acteurs économiques et de loisirs qui seront aussi impactés. Voilà. Rapidement, la gouvernance partagée, c'est quand même un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque je l'ai aussi expérimenté au SM3A et à la clé du SAGE de l'Arve. Donc ces fameux parlements de l'eau, qui sont vraiment essentiels, et on a la chance en France d'avoir ce modèle-là et qui malheureusement n'est pas répliqué partout en France. Il faut savoir qu'on a, je crois, la moitié du territoire français, je passe sous le couvert de Monsieur Forel, mais qui est couvert finalement par ce dispositif-là et puis qui fait avancer les choses dans le bon sens. Donc voilà, c'est s'intéresser à cette question-là, comment se déroule la vie démocratique de l'eau et comment est-ce qu'on peut s'impliquer dedans. Donc les SAGE, c'est les fameux schémas d'aménagement et de gestion des eaux et aussi les contrats de bassin sont des outils qui permettent d'avoir une vision à long terme de la gestion quantitative, qualitative des milieux aquatiques, de la protection contre les inondations, des zones humides, etc. sur les territoires. Et elle permet d'embarquer vraiment tout le monde sur cette aventure. Donc c'est vraiment un outil hyper intéressant. Donc ça il faut les garder, les renforcer. Et puis... Je squeeze le point 3, mais je vais directement dans le point 4, qui est d'intégrer les citoyens dans cette gouvernance. Jusque-là, par exemple, sur le SAGE de l'Arve, on est à peu près 95, je crois, membres de la commission locale de l'eau. Et la question se pose d'impliquer finalement les citoyens dans ces instances-là. Donc là, en fait, il n'y a pas vraiment de porte d'entrée pour les citoyens lambda, je dirais, si ce n'est que de siéger dans des associations. Et même pour vous dire, la Water Family n'est pas du tout là-dedans. Donc voilà, il y a vraiment tout un enjeu de dire comment est-ce qu'on leur fait de la place. Et moi, tous les discours que j'ai entendus cet après-midi, que je trouve vraiment, d'un point de vue personnel, très bien, politique, très bien, il y a une volonté, on va travailler, on a aussi des agents qui sont très compétents sur ces questions, c'est très bien. Maintenant, la troisième étape, je dirais, c'est de faire de la place à ces citoyens qui ont aussi besoin et qui veulent apprendre et comprendre comment fonctionne le cycle de l'eau chez soi, mais qui ne savent pas vraiment comment faire, et d'arriver à les impliquer, c'est une démarche qui est essentielle pour moi pour embarquer et pour avoir une forte adhésion sur des projets de restauration, etc. Ça permettrait d'avoir aussi un peu plus de monde dans cette salle. Donc voilà, s'inspirer largement de ce qui a été fait sur l'air à Saint-Julien. Et je verrais même aller jusqu'à le Rhône. Il y a une assemblée populaire du Rhône qui s'est constituée et qui est assez remarquable aussi. C'est la seule dynamique en France de ce type-là. Donc il faut aller vers ça et la reconnaissance des droits des rivières. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que j'aimerais vous dire un mot rapide sur l'hydrologie régénérative. Donc, je suis cofondatrice de cette association. On a fait un premier séminaire à Annecy le 20 octobre dernier où j'ai un peu rassemblé les experts de la question sur cette question-là. Donc, je vous invite à visionner les conférences qu'on a mises en ligne sur notre site internet hydrologie-régénérative.fr. Donc, c'est un peu long, mais c'est hyper intéressant. Et en gros, c'est quoi? C'est la science qui permet de régénérer le cycle de l'eau par l'aménagement du territoire et des agro-écosystèmes. Donc, elle se base sur 2 idées très simples, qui est de ralentir, répartir, infiltrer, stocker l'eau dans les sols massivement et de densifier la végétation multifonctionnelle, qu'elle soit cultivée ou non.
L'idée, c'est d'améliorer la résilience du territoire face à l'érosion, aux inondations, aux sécheresses, et de permettre au sol de garder l'eau le plus longtemps possible. Donc, plutôt que d'avoir un bassin versant qui est complètement lissé et peut-être surpâturé, je ne sais pas si ça vous parle, d'aller de là à là, qui permet en fait à la goutte d'eau qui va tomber depuis la première pluie et va faire le plus long chemin possible sur le bassin versant en parcourant un réseau de mares et de zones tampons. Donc, qui de mieux pour ralentir ce cycle, c'est les arbres. Donc là, je renvoie à toutes les approches d'agroforesterie qui permettent de favoriser cette évapotranspiration et remettre en circulation la pluie sur le bassin. Mais aussi l'agronomie et la question du sol, qui est vraiment cruciale et essentielle. Toutes les pratiques qui visent à couvrir le sol, à faire du non-labour, avoir des pratiques agroécologiques, ça c'est nickel. Donc on a beaucoup de choses déjà sur l'agronomie, beaucoup de choses sur l'agroforesterie, mais sur l'eau, l'hydrologie, il n'y avait rien. Donc c'est pour ça qu'on a lancé Hydrologie régénérative, qui permet d'avoir un design global à la parcelle et jusqu'au bassin versant, de ralentir ce cycle-là pour que l'eau reste sur le bassin versant. Donc, on s'inspire de quelques, on va dire, pères fondateurs, de grandes pensées en dehors de la France. Donc, Yeomans, qui est un Australien et qui a écrit un bouquin, Water for Every Farm, de l'eau pour toutes les fermes, et qui s'est efforcé de recréer un paysage aquatique dans sa ferme et qui a connu un succès fou en Australie pour ça. Donc lui, son point fort, c'est de dire qu'on a vraiment une mauvaise connaissance du fonctionnement de l'eau. Donc c'était de vraiment remettre l'eau à la parcelle et puis par une meilleure compréhension de la parcelle et de tous les processus qui sont impliqués dans ce cycle-là. On a aussi, alors je suis désolée, mais sur ma présentation, c'est pas du tout dérangé comme ça, mais on a Sepp Holzer, qui est l'Autrichien, et là on se rapproche un peu plus de nos altitudes, qui a recréé tout un paysage aquatique aussi sur sa ferme. Donc ça, je vous renvoie à de nombreux... il y a un ouvrage et puis de nombreuses vidéos qui le traitent. Et très concrètement, en France, on a la chance d'avoir un bureau d'études qui s'appelle Permalab et qui accompagne de nombreux agriculteurs sur cette question-là. Et voilà, là, c'était à Mortagne-sur-Gironde, mais ils sont aussi présents dans le Rhône et dans la Drôme, pour recréer tout un paysage aquatique avec une création de mares et ces fameuses baissières qui permettent de ralentir l'eau quand elle s'écoule et de faire tampon en cas de forte pluie. Donc là, ils croulent sous les demandes, hein. Ils prennent même plus d'autres nouveaux contrats parce qu'ils sont vraiment overbookés, mais il y a une forte demande pour recréer ces univers-là et de les étendre, comme je disais, à l'échelle du bassin versant. Ce qui m'amène à conclure sur nos perspectives 2023. Déjà, de créer une plateforme pédagogique open source avec des fiches sur notre site internet. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et aussi, on cherche des territoires pilotes qui souhaitent mettre en place ces pratiques d'hydrologie régénérative à l'échelle de plusieurs dizaines, centaines, milliers d'hectares pour vraiment régénérer le cycle de l'eau à l'échelle du bassin versant. Donc là, on va répondre à des appels à projets, mais s'il y en a qui souhaitent en discuter, voilà, vous avez mon contact et je suis ouverte à toutes vos questions. Merci. Merci, un grand bravo à Charlène, ces citoyens qui se mettent en marche pour la protection et la préservation de notre bien commun, l'eau. C'est au tour de Geneviève, donc présidente de l'association Solidarité Saint-Julien-Saint-Louis, qui là va nous emmener un peu plus loin, jusqu'au Sénégal. Alors, je vais être très brève parce que les participants qui sont encore avec nous ont fait preuve de beaucoup de persévérance. Si je peux avoir la première slide. Voilà, donc je vais vous parler de la sécurité de l'eau dans les villes, dans les grandes villes du Sénégal. Alors,
Tout d'abord, le Sénégal a adopté le 6e objectif de développement durable que le pays s'est engagé à réaliser avant ou à la fin de cette décennie. La sécurité hydrique est vraiment le fondement du développement économique et social du pays. Excusez-moi. D'ailleurs, le Sénégal a accueilli dans sa capitale Dakar le Forum mondial de l'eau en 2021. Je ne sais pas encore... voilà. Alors, le problème de l'eau au Sénégal est très très lié à l'accroissement démographique. La population du pays est aujourd'hui de 17 millions d'habitants. À l'indépendance, en 1960, la population était de 3,5 millions. Elle a donc plus que quadruplé en 60 ans. Ça vous montre tout de suite la dimension du problème de l'eau dans les villes du Sénégal. Non seulement le taux de natalité a été très élevé, mais l'exode rural, qui s'est accéléré depuis 25 ans, a entraîné une croissance des villes très très forte. La population urbaine est aujourd'hui de 7 millions d'habitants et vous allez voir la disproportion que l'on voit dans les villes où vous avez toutes les zones à l'est du pays qui sont quasi désertes et vous avez autour de Dakar, Thiès, Diourbel, en fait 4 millions d'habitants. Un exemple personnel, lorsque j'ai enseigné au Sénégal il y a près de 50 ans, le Grand Dakar avait moins de 400 000 habitants. Le Grand Dakar aujourd'hui a près de 4 millions d'habitants. Cette importante croissance urbaine a entraîné une augmentation énorme des besoins en eau et donc des besoins de captation, d'accès et de distribution de l'eau, dont vous imaginez facilement les problèmes techniques et humains. C'est connu qu'une famille rurale consomme très peu d'eau comparée à une famille en ville. En milieu rural, la consommation d'eau par jour pour une grande famille sénégalaise peut être seulement de 20, 30 ou 50 litres. En ville, la même famille utilise à peu près le double de l'eau, sinon le triple. Donc, les ressources en eau au Sénégal sont assez importantes. Comme vous le voyez, il y a de nombreux très très grands fleuves. Et donc, on peut dire que comparé à d'autres pays africains, le Sénégal a des fleuves de grande hydraulicité et elle a aussi des ressources d'eau profonde, les eaux souterraines, et d'eau de surface, qui est en fait assez considérable. Donc, on ne peut pas rentrer dans les détails ici, mais vous avez ici, vous voyez le grand fleuve du Sénégal. Donc, c'est un des grands fleuves du pays qui fait la frontière au nord avec la Mauritanie. Et vous avez une direction de la gestion de la planification des eaux qui donne énormément de plans sur toutes les ressources en eau du Sénégal. Alors maintenant, la gestion des eaux. Depuis la fin des années 90, le gouvernement du Sénégal semble avoir pris la mesure du problème des besoins rapidement croissants en eau en adoptant des plans qui ont été finalement assez efficaces. L'eau aujourd'hui, vous avez ici les révoltes de l'eau que vous avez peut-être vues à la télévision en 2018. L'eau aujourd'hui est gérée par la Séno, qui est une compagnie mixte à 55% détenue par l'État du Sénégal et à 45% par l'entreprise Suez, qui depuis des années assure le côté technologique des équipements modernes. Le contrat signé en l'an 2020 a une durée de 15 ans. La région de Dakar-Thiès, fortement peuplée, a longtemps été alimentée par le système d'adduction depuis le lac de Guiers, au nord du pays,
Mais malheureusement, cette ressource d'eau n'est plus suffisante pour la ville de Dakar. Et donc, il y a maintenant eu, en fait, 3 grandes sources d'eau qui se trouvent également au nord du pays et qui permettent finalement d'avoir des ressources en eau suffisantes pour la ville de Dakar. Quant à la ville de Saint-Louis, qui est la grande ville du nord du pays, celle où nous avons quelques actions de développement, elle est aussi alimentée par le lac de Guiers et le système a été très amélioré depuis une dizaine d'années avec un nouveau forage et un développement de plus de 130 km de conduite. Ça vous montre l'effort qu'un pays en voie de développement, comme le Sénégal a fait, uniquement pour une ville comme Saint-Louis, 130 km de conduits qui ont permis à de nombreuses plus petites villes du Nord d'être reliées au système. Enfin, le coût de l'eau. Les populations des grandes villes comme Dakar, vous l'avez peut-être vu à la télévision, se plaignent de l'augmentation des tarifs depuis que l'entreprise Seno a succédé à la Sénégalaise des eaux. Officiellement, pourtant, le tarif de l'eau n'a pas connu de hausse depuis 2015 et est fixé par un arrêté ministériel. À noter qu'il y a des tranches de coûts qui sont, à mon avis, très intéressantes pour les économies d'eau. Le premier mètre cube qu'une famille consomme par mois est à un tarif extrêmement bas, à peu près de 30 centimes d'euros, alors que plus vous consommez, plus le tarif augmente et il est ensuite multiplié à partir d'un certain niveau. Donc l'eau est encore accessible, si on peut dire, à la population même modeste, mais par contre, à forte consommation, l'eau est devenue beaucoup plus chère. En conclusion, on peut dire que le Sénégal a fait des efforts extrêmement importants en matière d'approvisionnement en eau, avec un taux de desserte de plus de 90% en milieu urbain et de 80% en zone rurale. Mais elle doit par contre planifier son développement économique et notamment sa croissance des villes. Surtout, on l'espère, par une diminution de l'augmentation démographique. Un mot de conclusion. En janvier 2023, les gouvernements marocains et sénégalais viennent de signer un mémorandum d'entente sur l'eau qui permet aux 2 pays de renforcer leur coopération et leur expertise en matière de renforcement des services d'eau potable et d'assainissement. Le Maroc et le Sénégal sont relativement bien avancés dans ce secteur et le Sénégal peut profiter au fond de l'expérience du Maroc. Le Sénégal, d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, en 2024 va commencer la construction d'une usine du dessalement de l'eau de mer près de Dakar, avec bien sûr malheureusement des effets polluants, notamment au niveau de la pêche. Mais il est intéressant de noter que le Maroc a maintenant, construit actuellement une usine de dessalement d'eau de mer qui fonctionne avec l'énergie solaire. Donc, on peut voir que dans les pays africains, malgré l'énormité des problèmes, vu la croissance de la population, beaucoup plus forte qu'en Europe, des solutions écologiques existent aussi et sont en train de se développer. Merci beaucoup pour votre attention. On a été obligé d'un train un peu plus rapide que prévu, mais c'est tout à fait normal en fin de soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci à nos citoyens engagés pour la cause.